Alors, ce qui est intéressant quand on étudie les, les textes et les flottes et surtout la manière dont les historiens ont écrit dessus, c'est que très fréquemment dans le sillage de Peter Sawyers, euh, Peter Sawyer, je crois, euh, qui a été repris par Régis Boyer, on nous explique que non, les flottes de plusieurs centaines de navires sont complètement impossibles à imaginer. Elles ont été exagérées par des moines affolés qui ont dit n'importe quoi. Et pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Ils disent, ben, de toute façon, c'est impossible que les Vikings aient pu avoir des flottes de plusieurs centaines de navires et de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Et à l'appui de leur affirmation, ils vont nous expliquer que pour financer une flotte de guerre importante, il faut avoir un royaume riche, c'est-à-dire une terre peuplée, prospère d'un point de vue agricole, où le roi collecte l'impôt. Et donc ça suppose un État organisé. Et nos historiens médiévistes nous expliquent mais il n'y avait aucun État organisé en Scandinavie au début des invasions, donc aucun roi n'a jamais eu les moyens de financer les flottes décrites. Alors, le problème, c'est que cet argument est celui de médiévistes français qui n'arrivent pas à dissocier le pouvoir politique de la propriété foncière. Dans le monde scandinave, le roi de Danemark, c'est le roi d'Edvik, d'un port de commerce, et il tient sa fortune du commerce qui transite dans ce port. Le roi de Birka est le roi de Suède, le roi de Birka, et contrôle, sa puissance vient de son port Birka. Et le roi de Vestfold, ça vient de Copenhague, son marché, où il prélève ses droits de douane. Et en fait, les rois vikings sont des rois commerçants. Et si une flotte a été financée, c'est par le commerce. Alors, qui va financer cette flotte et comment? Et on a vu que c'était les rois du Vestfold qui avaient initié les invasions pour contrôler une route commerciale rejoignant la Méditerranée via l'Aquitaine. Or, ces rois du Vestfold comprennent que ce projet va provoquer un conflit important avec l'Empire carolingien, et donc ils se préparent. Et ils se préparent, pour cela, ils doivent construire une flotte énorme, capable de défier les Francs. Et pour construire des bateaux, que leur faut-il? Eh bien, il leur faut des métiers à tisser pour faire les voiles, et il leur faut du chêne, des chênes centenaires pour construire la coque et la quille notamment, qui nécessitent d'avoir des chênes de très grande longueur. Et le problème qu'on a en Scandinavie, c'est que les forêts ont été minées depuis des millénaires, lorsque les invasions commencent. Les forêts de chêne, ils sont plus rares que dans le sud parce qu'il fait plus froid et grandissent moins vite. Et enfin, dans le monde scandinave, la forêt appartient à la communauté, au peuple. Et donc, il n'est pas question qu'un roi décide de détruire une forêt pour construire sa propre flotte. Et la loi du Gulating, qui était une région de Norvège, disait clairement, si le chef veut construire une flotte de guerre, pas de problème, mais il doit trouver ailleurs les forêts de chêne nécessaires à son projet. Et donc, on sait que les Vikings ont longé très tôt les côtes de l'Empire carolingien pour rejoindre le nord de l'Espagne, et ce faisant, ils ont longé la plus grande forêt de chênes d'Europe, qui se trouvait à l'époque sur la côte landaise en Gascogne. Jusqu'en 1850, la moitié de la forêt landaise, c'était des chênes. Et on a coupé les chênes pour les remplacer par le pin, parce que le pin était plus rentable. Mais à l'origine, la forêt landaise était une forêt de chênes. Et comme elle se situait en dehors des axes routiers, et notamment des grandes villes, ces forêts étaient quasiment inexploitées au moment des invasions vikings. Et forcément, si un chef viking veut construire une flotte, eh bien, il va trouver la plus grande forêt de chênes d'Europe. Et alors, où est-ce qu'ils vont créer leur chantier naval? Eh bien, ce chantier naval, je l'ai identifié grâce à des recherches qui ont été menées sur la Seine. On a trouvé, à côté de l'abbaye de Jumièges, en bord du fleuve, des trous creusés dans la berge avec des scories au fond. Et les archéologues les ont étudiés, et il s'agissait de scories de minerais, de fer,
Et ils en ont déduit qu'il s'agissait de restes de forges vikings. Et effectivement, les textes nous disent que les Vikings disposaient d'un petit chantier naval où ils restauraient les navires qui avaient été abîmés sur la Seine à Jumièges. Et donc, ces trous dans lesquels on faisait fondre le métal ont été assimilés avec des forges vikings. Or, à proximité, l'archéologue qui a mené la recherche remarque qu'il existe un lieu dit les Malmains. Et il remarque que Malm, chez les Vikings, c'est le minerai. En fait, je pense que les Malmains, c'est un faux pluriel. Malmain viendrait de Malmus, la maison du minerai. Et la maison du minerai désignerait une forge. Et donc les trous de fonte et le lieu dit les Malmains seraient tous les deux associés, comme le pense effectivement cet archéologue qui a exploré donc la Seine. Or, il se trouve qu'à Mimizan, on a un lac, le lac d'Oreillan, et qui est entouré de 5 ou 6 ensembles castraux, c'est-à-dire des mottes castrales essentiellement, souvent par paire. Et ces ensembles sont disposés autour du lac d'Oreillan. Et en son temps, l'abbé Despars, qui avait étudié ces mottes, avait conclu que c'était sans doute des fortifications érigées par les Francs pour empêcher les Vikings de débarquer, puisque les chartes nous disent que les Vikings étaient très tôt présents à Mimizan. En fait, si vous voulez empêcher les Vikings d'envahir l'Aquitaine, vous n'allez pas construire des mottes à Mimizan. Vous allez les construire éventuellement à l'entrée de l'Adour, mais à quoi bon puisqu'on a Bayonne qui est une ville fortifiée. Vous allez les construire à l'entrée de la Gironde, mais à quoi bon puisqu'on a 2 cités romaines fortifiées qui sont Blaye et Bordeaux. Et donc les Francs n'avaient aucun intérêt à aller fortifier le fond du lac d'Oreillan. Si vraiment ils avaient voulu empêcher les Vikings d'entrer dans le lac, ils auraient dû construire leur motte à l'entrée du lac et empêcher les Vikings de débarquer. Une fois qu'ils ont débarqué, c'est fini. Et en réalité, ces mottes n'ont pas une origine franque, ce sont des mottes scandinaves qui protègent le lac contre une attaque terrestre. Et elles portent des noms scandinaves assez reconnaissables, en tout cas je les reconnais comme tels. Et donc la question c'est pourquoi est-ce que les Vikings avaient une base si importante à Mimizan et pourquoi est-ce qu'ils se sont donné la peine de construire des fortifications aussi importantes. En fait, Mimizan s'écrivait autrefois Maomis-Am. Et Maomis-Am, si on retient une grille de lecture scandinave, Am va désigner le port. Avn, Am, c'est le port. Et Maomis, ben, Is, ça va être Us, maison. Maom, c'est quoi? Ben, Maom, a priori, c'est Malm. Malm, c'est donc le minerai. Malmus, la forge. Malmus Am, le port de la forge. Un port avec une forge, ça s'appelle un chantier naval. Et il se trouve qu'effectivement, encore aujourd'hui, au fond du lac d'Oreillan, on a le village de Pontinx-les-Forges, tout simplement parce qu'il y avait du minerai de fer en quantité dans le sol autour de cette région. Et donc, si des Vikings, Ragnar, pour ne pas le citer, qui va donner son nom à Rayan, Royan et Oreillan, et s'intéresse à la région, c'est parce que, 1, il a des forêts de chênes, et 2, il a du minerai de fer sur place. Ensuite, l'autre intérêt, c'est que les Landes, on est dans une région très marécageuse et difficile à attaquer, puisque ceux qui viendraient l'attaquer depuis le nord de la France, il faudrait qu'ils franchissent la Garonne, et ça n'a jamais été simple, puisque on sait qu'il faudra attendre 1823 pour voir un pont à Bordeaux. Donc, choisir de construire une base à Mimizan était un choix très rationnel. Alors, au début, je croyais qu'il y avait plusieurs bases, puisque Marmisson, Maubuisson, Maumusson sont d'autres noms qui pourraient dériver de Malmus-Am. Mais en fait, Marmisson, qui se trouve dans l'estuaire de la Gironde, c'est un peu, à mon avis, comme les Malmains qui sont sur la Seine. C'était un petit chantier naval pour réparer les bateaux de l'estuaire qui étaient endommagés
c'est donc un atelier de réparation davantage qu'un chantier naval. Maumusson, le pertuis de Maumusson, ben, en fait, il n'y a aucun village autour de Maumusson autour de Pertuis-Maumusson qui porte ce nom-là. Or, le pertuis au nord s'appelle le pertuis breton, ça veut dire qu'il donne la direction de la Bretagne. Logiquement, le pertuis de Maumusson donne une direction au sud. Donc, à mon avis, Maumusson désigne en fait Mimizan. Et le fait qu'on ait donné le nom de Mimizan à ce pertuis semble indiquer qu'il n'y avait qu'un seul chantier naval et que c'était une destination très importante pour les Vikings. Et donc, se peut-il qu'un seul chantier naval ait construit les navires des invasions? Eh bien, si on compte un chantier naval qui produirait 30 bateaux par an, en 50 ans, ce chantier naval aura produit 1500 bateaux. Et avec 1500 bateaux, on va couvrir toutes les mentions faites par les chroniqueurs carolingiens qui expliquent qu'il y avait des centaines de bateaux, 120 bateaux sur la Seine en 844, qu'il y en avait 700 en 885. Eh bien, en fait, un chantier naval qui produirait chaque année 30 bateaux pourrait, à lui seul, couvrir toutes les flottes décrites par les moines. Alors, cette information est intéressante, tout simplement parce que les archéologues scandinaves n'ont quasiment pas trouvé de chantier naval en Scandinavie. Ils en ont trouvé deux, dont un tout petit qui était un atelier de réparation, mais ils n'ont pas trouvé les grands chantiers navals où ont été construits les navires d'invasion. La raison est simple, ils n'ont pas été construits en Scandinavie, mais là où ils avaient des forêts de chênes à disposition. Et donc, Mimizan aurait été, à mon avis, la base principale dans laquelle les Vikings, Ragnar en tête, et son fils Bjorn, hein, puisque Mimizan c'est la capitale du pays de Born, le pays de Born c'est le pays de Bjorn, et donc Astein va être présent dans le lieu-dit Estin, Asger va être présent dans le lieu-dit, dans le tuc de Lagiros c'est l'Asger-Hus, et en fait ces chefs sont présents, les 4 chefs sont présents autour de Mimizan, ce qui semble indiquer que c'était un lieu important dès le début de l'invasion. Et c'est donc là que Ragnar va construire les flottes de l'invasion. Alors l'autre aspect intéressant, c'est que construire les coques c'est bien, mais il faut aussi tisser les voiles. Or, des expériences ont montré que pour tisser une voile de 100 mètres carrés, il fallait à peu près 4 ans à une personne avec un métier à tisser scandinave. Ça veut dire que lorsque les Vikings se présentent avec une flotte de 200 voiles, cela représente 800 années de travail. Alors si vous avez 100 métiers à tisser à disposition, ben, il ne vous faut plus que 8 ans. Si vous en avez 200, eh bien, il ne vous faut plus que 4 ans. Et les Vikings ont-ils eu ces 400 métiers à tisser ou ces 200 métiers à tisser? Ben oui, ils les ont eu. Pourquoi? Parce que dès 834, ils vont attaquer Dorstad, qui est le principal port commercial franc du nord de l'Europe, sur le Rhin, et qui était un centre de production textile. L'année suivante, en 835, ils prennent Anvers sur l'Escaut et Wittla sur la Meuse, qui sont d'autres centres de production textile. Et en 841, ils prennent Rouen, qui est un centre de production textile. Et à nouveau, ils prennent Kentovik en 842. Et du coup, ces attaques vont permettre aux Scandinaves non seulement de récupérer tous les métiers à tisser francs, mais aussi tous les artisans qui les faisaient marcher. Et la logique veut qu'ils aient installé tous ces métiers à tisser dans une île qu'ils contrôlaient et qui était alimentée en laine de qualité. Et la logique est qu'ils aient installé leur centre de production textile sur l'île de Walcheren, à l'embouchure du Rhin, où toute la laine d'Écosse et d'Angleterre et d'Irlande transitait pour rejoindre le Rhin. Et donc les Vikings auraient court-circuité le circuit de la laine pour construire les voiles des invasions. Et donc on voit comment un simple armateur, un Zeekonung c'est un roi des mers, c'est un armateur, c'est pas un roi qui a un royaume, c'est un armateur, et bien cet armateur va financer son effort de guerre avec un peu d'astuce et avec de l'argent qu'il va récupérer grâce au commerce et non pas un pseudo-royaume organisé où il prélèverait une taxe foncière sur les pauvres paysans. Et donc cette conception capitaliste du pouvoir qui permet d'expliquer les invasions
eh bien, elle est totalement étrangère à la culture des médiévistes français et européens qui n'arrivent pas à se détacher de l'emprise foncière pour envisager un pouvoir économique et politique quelconque.